donc elle est restée au chevet. Elle a pris la route, mais elle a été prise dans des bouchons entre Vierzon et Orléans. Donc là, je ne sais pas si elle va nous rejoindre ou pas. Donc je vous propose de commencer, eu égard à votre respect de l'horaire. Peut-être un petit mot, pardon, Jean, mais sur Jeannette, en son absence. Donc il s'agit d'une vraie Castelroussine. Castelroussine, j'ai dit, oui. Donc de Châtellerault, une fille de l'Indre, donc une berrichonne, mais qui a des origines plus lointaines, la belle terre d'Algérie, fille de harki, et voilà, qui a fait ses études de droit avant d'être maître des requêtes au Conseil d'État, qui s'est engagée par ailleurs en politique, puisque vous vous en souvenez peut-être, elle a présidé la HALD, la Haute Autorité contre les discriminations et pour l'égalité, et puis elle a été ministre de la Jeunesse sous Fillon. Elle a écrit donc un livre qui avait marqué son temps, Ma République se meurt, et elle vient de sortir là, au début de l'été un très beau livre qui s'appelle Maudite. Donc c'est une succession de portraits extrêmement forts, montrant des femmes qui ont été violentées en islam. Et donc elle a un propos assez frontal, mais elle peut se permettre, puisqu'elle est de culture arabo-musulmane, pour nous expliquer la montée de l'islamisme. Et elle nous explique très clairement que notre classe politique est totalement aveugle par rapport à cette problématique. Nous dire qu'elle, adolescente dans la cité de Châteauroux, elle pouvait se promener en jupe courte, ce qui est totalement impossible aujourd'hui, et que voilà, la classe politique n'a pas vu la problématique de la montée de l'islam, et ce n'est pas que l'islamisme loin de chez nous. Elle a fait d'ailleurs une enquête journalistique sur lequel lui se base pour Canal+, interdit d'école, voilà, où elle est allée carrément au Pakistan, elle est allée en Afghanistan, elle est allée, voilà, un certain nombre de pays qui sont les points chauds de la planète. Voilà. Elle en parlera peut-être merveilleusement si elle nous rejoint, maudite, et elle se définit comme une grande laïque, athée et républicaine, et donc c'était intéressant d'entamer un débat avec notre ami Jean Sévillat. Donc Jean Sévillat, merci d'assumer peut-être tout seul ce début de rencontre. Donc Jean Sévillat, vous êtes, vous, parigot, un vrai Parisien. Vous êtes journaliste pratiquement depuis toujours. Vous êtes rentré au Figaro Magazine en 1981 et vous y êtes toujours, ce qui fait de Jean Sévillat sans doute la plus ancienne peut-être des plumes de la rédaction du Figaro Magazine. Voilà. Parallèlement à cette carrière journalistique, vous menez depuis de longues années une carrière d'écrivain, d'essayiste. Donc vos sujets de prédilection sont les grandes biographies, les essais historiques. Vos sujets, bien sûr, le sujet qui vous préoccupe depuis longtemps, c'est Charles et Zita, la famille impériale autrichienne, austro-hongroise. Mais surtout, vous vous êtes fait connaître par des ouvrages un peu polémiques, historiquement corrects et incorrects, à plus de 120 000 exemplaires, à faire rêver beaucoup d'écrivains. Voilà. Et vous nous sortez, pas aujourd'hui, mais c'est une question de jour, dans quelques jours, chez Michel Lafon, un très bel ouvrage. Alors je vais le montrer parce que c'est un bel ouvrage, intitulé « La France catholique ». Donc c'est à la fois un essai, on va dire un diagnostic de l'état de la situation de la pratique catholique aujourd'hui en France, mais c'est aussi un beau livre avec une très belle iconographie. Donc nous avons un exemplaire, vous pourrez le feuilleter tout à l'heure sur la table de Jean, mais malheureusement pour l'acheter, il faudra aller dans quelques jours, dans 15 jours,
C'était un 15 octobre. Le 15 octobre, dans vos bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut dire justement, prenons un peu de temps quand même sur ce livre, que vous voulez, en quelque sorte, à travers cet ouvrage, nous montrer que le catholicisme est encore, contrairement peut-être à certaines mauvaises langues, n'est pas en voie de disparition dans ce vieux pays de France? Je vous remercie de nous recevoir. Bonjour à tous. Effectivement, alors c'est un non-débat, puisque je vais débattre avec moi-même ou avec Diane et Malin. Mais encore que je vais dire deux ou trois choses qui, sûrement, qui sont en lien direct avec le travail de Michèle Couvrable, qui est une femme que j'admire personnellement et qui a un parcours tout à fait intéressant. Voilà. Alors, pour répondre à votre question précise, oui, le but de ce livre, c'est une sorte de radiographie du catholicisme en France aujourd'hui. Pourquoi ce livre? Parce qu'il y a une sorte de discours dominant qui est qu'il y a moins de catholiques en France qu'il y a 50 ans. Bon, ça, c'est évidemment statistiquement avéré, je ne le conteste sûrement pas. Et puis, il y a depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, une sorte de développement de la conception de la laïcité qui s'étend de plus en plus, qui devient une conception de plus en plus restrictive et qui voudrait que la laïcité ne soit pas simplement la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, mais au fond une volonté de reléguer les convictions religieuses ou les expressions religieuses dans l'espace privé. Ce qui n'est pas au sens strict dans l'esprit de la loi de 1905, que je ne révère pas pour autant d'ailleurs, mais enfin, cette loi existe. Et donc il y a une sorte de développement d'ultra-laïcisme, je dirais, qui s'est développé et qui tente à nous faire oublier cette réalité-là. Et puis il y a, les choses ne sont pas sans lien, évidemment, même si mon livre n'a pas pour but de répondre à cette question-là. C'est vrai que nous sommes dans une actualité très occupé par des questions qui sont liées à l'islam, entre le terrorisme intérieur ou extérieur, la crise des migrants, dont tout le monde sait que 80% proviennent de pays musulmans. Donc on a un petit peu une impression de notre actualité est très très occupée par la question qui touche à l'islam, aux musulmans, sous diverses facettes. Alors on en viendrait à oublier une réalité que ce livre a pour but de rappeler, qui est que dans un pays de 66 millions d'habitants, à peu près 65, encore aujourd'hui, il y a en France 47 millions de baptisés chrétiens et 44 millions de baptisés catholiques. C'est-à-dire que les chrétiens forment l'immense majorité de la population, et que même si la baisse de la pratique religieuse est avérée, il reste que nous avons, pour donner des chiffres, nous avons 10 millions de pratiquants irréguliers et 3 millions de pratiquants réguliers. Ce qui fait donc quand même 13 millions de catholiques qui entrent dans une église soit une fois par an, soit tous les dimanches et pour certains tous les jours, en sachant ce que ça veut dire pour eux. 13 millions de personnes dans un pays de 65 millions d'habitants à peu près, ça n'est pas rien. Donc ce livre a pour but de montrer que le catholicisme, oui, il existe encore dans la cité française, il est d'abord majoritairement, sociologiquement majoritaire, et que si l'on considère les pratiquants, ils sont sans doute minorité, mais ils sont la première minorité de France. Et ils sont même une minorité tout à fait considérable, puisque cette minorité-là, et c'est ce que je veux montrer dans ce livre, a des capacités de mobilisation sur un certain nombre de sujets de société, comme on l'a vu il y a 2 ans, a des capacités d'inventivité sur le plan du maniement des outils modernes. Il y a toute une génération de catholiques 2.0, comme on dit, voilà. Et donc, et toute une nouvelle génération de jeunes catholiques qui sont aussi très dynamiques. Donc, le catholicisme français, non seulement il n'est pas mort, mais il est extrêmement vivant. Alors, avant cette radioscopie de l'état actuel, il y a quand même une première partie du livre magnifique, qui est une plongée historique sur les racines chrétiennes de la France, avec peut-être une spécificité par rapport à d'autres pays de la vieille Europe. D'où vient d'ailleurs cette expression de fille aînée de l'Église?
c'est une expression un tout petit peu mythologique, mais enfin disons que la tradition orale finit par avoir un vrai poids. Le fait est que, enfin, si on remonte le temps aux temps les plus anciens, le lien entre la France et le catholicisme est extrêmement ancien, et il y a un personnage, une date symbolique qu'on prend toujours comme repère, qui est Clovis. Dès lors que Clovis est baptisé, son baptême a lieu en 499 et non pas 496 comme on l'a cru depuis longtemps. Clovis est baptisé alors qu'à une époque où il y avait une hérésie, l'arianisme qui couvrait l'ensemble de l'Europe. Et bien Clovis se fait baptiser dans la fidélité romaine. Il y a donc un lien entre l'Église romaine, le catholicisme donc, et la France, qui de ce point de vue-là, historiquement, est très 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 important. Et donc la France était un pays de peuplement chrétien plus que majoritaire. On peut dire que la totalité de la population française a été christianisée entre le 4e, 5e, 6e siècle. Et donc, à partir du 6e siècle, on peut dire que la totalité de la population française est chrétienne, à l'exception de communautés juives qui ont toujours existé, qui sont très anciennes, puisqu'il y avait des communautés juives de la Gaule. D'une certaine manière, d'ailleurs, le judaïsme est plus ancien en France que le christianisme, de ce point de vue-là, mais qui étaient vraiment des petites minorités. Donc la France est, historiquement parlant, un pays de peuplement chrétien, et de peuplement chrétien, ce peuplement-là, au fond, la nouveauté, alors il y a eu des divisions religieuses avec catholiques, protestants à partir de la Réforme, il y a le grand choc de la Révolution française, où à une religion chrétienne s'oppose une France chrétienne, je dirais, va s'opposer une France antichrétienne, puisque cette France-là existe aussi, puisque la France est un pays de conflit, malheureusement, c'est notre histoire. Et donc, on ne peut pas dire que toute l'histoire de France est chrétienne, il y a aussi l'histoire de France antichrétienne, c'est notre histoire. Mais enfin, ce christianisme, dans tous les cas, le christianisme est central dans notre histoire. Qu'on soit, je dis ça, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je suis personnellement catholique, mais ce que je dis est un constat d'historien. Je dirais la même chose si j'étais athée, juif ou musulman, c'est un constat d'historien. On ne peut pas comprendre l'histoire de France, on ne peut pas comprendre la société française, on ne peut pas comprendre la culture française, on ne peut pas comprendre l'histoire de l'art française, on ne peut pas comprendre l'histoire de la musique française, etc., l'histoire de la littérature, si on enlève le christianisme. Notre société, notre culture, notre civilisation sont profondément liées au christianisme. Et je le dis encore, c'est... Voilà. C'était toutes les communes qui commencent par le mot saint. Oui, tout à fait. Je donne le chiffre précis, là j'ai un trou de mémoire, mais enfin, c'est un nombre tout à fait considérable de villes dont le nom commence par saint, en effet. Alors ensuite, vous avez un très beau chapitre qui s'intitule c'est l'État qui est laïque, non la société. J'aimerais que vous nous expliquiez cette phrase. Alors cette phrase, c'est une phrase du général de Gaulle. C'est l'État qui est laïque et non la société. La France est chrétienne, la République est laïque, mais la France est chrétienne, disait de Gaulle. Donc c'est cette idée que il y a eu le choc, je l'ai dit, de la Révolution française, qui était d'une certaine manière, ça c'est un constat avéré, la Révolution française a été une époque de persécution religieuse, et puis après il y a eu le 19e siècle qui a été un grand siècle catholique, c'est un grand développement de l'Église, développement des congrégations, développement très important de la pratique religieuse, beaucoup de prêtres, beaucoup de missionnaires. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, un missionnaire catholique sur 2 dans le monde est français. C'est-à-dire que la mission, c'est la France qui christianise l'Afrique, l'Océanie, l'Asie. La France, ce sont des Français en tout cas. Et donc un grand développement de l'Église, et puis il y a un grand choc qui va survenir à la fin du 19e siècle. Nous sommes passés, il y a plusieurs changements de régime, et puis la Troisième République s'instaure en 1870-71, et en 1879 prend le pouvoir au sein du personnel républicain
partis qui sont anticléricaux. Et l'anticléricalisme fait partie de leur programme. Ces partis veulent réduire la position de l'Église dans la société française. Ils vont donc concevoir un certain nombre de lois qui visent à réduire la place de l'Église dans la société française, et ils vont appliquer ce programme méthodiquement. Ça sera les lois de laïcité de l'école, ça sera ensuite la séparation de l'Église et de l'État, ça sera la dissolution des congrégations. Je vous rappelle qu'une loi en 1903-1904, une suite de lois a supprimé l'ensemble des congrégations religieuses, c'est-à-dire qu'il y a entre, on ne connaît pas bien le chiffre parce que les sources manquent, mais à partir de 1903-1905, vous n'avez pratiquement plus un moine, plus une religieuse en France. Ils sont interdits, leurs ordres sont interdits. Il y a entre 30 000 et 60 000 religieux ou religieuses, moines ou moniales, qui quittent la France, qui sont obligés de s'exiler. Et donc le retour des congrégations n'aura lieu que plus tard, à partir des années 40 et après la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce grand choc, c'est le choc des lois laïques du début du XXe siècle. Et puis après, il y a une sorte de, après cette période de forte tension, eh bien le monde politique va changer, le monde politique change après la Seconde Guerre mondiale, il y a des chrétiens dans les partis d'après la non, je voulais dire que la rupture, c'est quand même la guerre de 14, où on s'est tous retrouvés dans les tranchées. Alors, avec les curés. Et là... les curés sac au dos, selon la formule de l'époque, en effet, la fraternité des tranchées, en effet, la fraternité du sang, le fait que les prêtres, enfin, je dirais que les catholiques, comme les bouffeurs de curés, se sont trouvés dans le même tranché, que les prêtres eux-mêmes ont été mobilisés, que les religieux, qui étaient pourtant exilés, sont revenus volontairement pour s'engager. Et donc la tension anticléricale a baissé. De même, d'ailleurs, du point de vue historique, c'est assez intéressant que l'antisémitisme a baissé, qui était une des grandes passions du début du XXe siècle, a baissé aussi après la Première Guerre mondiale, puisque eh bien, dans la fraternité des tranchées se sont retrouvés des Français de toutes origines ou de toutes croyances. Et donc, là, en effet, il y a une sorte de... après, d'ailleurs, les partis de gauche, après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, essayent de relancer l'anticléricalisme, et ils s'aperçoivent eux-mêmes que ça ne marche pas. C'est-à-dire que leurs propres adhérents n'ont plus envie de bouffer du curé parce qu'ils ont fait la guerre avec les curés, donc ça ne marche plus. Et donc, l'anticléricalisme n'est plus un thème, et donc il y a une sorte de, qu'on peut appeler de compromis laïque qui s'instaure, une sorte de laïcité ou de statu quo plutôt apaisé entre l'État, entre la République et l'Église. Le seul point de discorde, ça restera, et assez tardivement, la question de l'école. Le dernier grand sursaut étant relativement récent, hein, je pense que nous avons tous connu ça, c'est le grand choc de 83-84, au moment de la mobilisation pour la défense de l'école libre, où on sait que le pouvoir socialiste voulait nationaliser les écoles religieuses, et puis la mobilisation populaire a dissuadé le pouvoir, finalement, François Mitterrand, à abandonner son projet de loi. C'est le dernier grand choc. Et puis, alors, ensuite, la question laïque va ressurgir dans les années 80-90, mais dans un contexte tout autre, pas par rapport aux catholiques, mais par rapport à la présence de l'islam en France, qui relance le débat de la laïcité, mais sous un autre angle et avec d'autres enjeux religieux, et concernant donc, par définition, une autre religion. Quand on parle de laïcité, là je me place maintenant dans l'histoire très, très contemporaine, on a tous en mémoire l'intervention de Nicolas Sarkozy en 2007 au Latran, où il a introduit cette notion de laïcité positive. Donc l'idée que la République doit changer son regard sur le fait religieux, sur les religions, ne plus voir les religions comme un danger, comme un ennemi, mais comme quelque chose de positif, comme quelque chose comme un atout. Est-ce que là, on a, indépendamment des périodes de tension que vous avez décrites, mais est-ce qu'on n'a pas une révolution en sens inverse, où y a-t-il eu d'autres périodes où la République a tendu la main aux religions? Écoutez, on peut dire que sous la 4e République, sous la 5e République,
sauf la question scolaire que j'évoquais, la question laïque ne se posait pas jusqu'aux années 80-90. Donc c'est depuis que la question s'est posée de nouveau à cause de la question de l'islam, à cause de revendications communautaires d'origine musulmane, puisque la France a redécouvert une différence religieuse qui pourtant a existé dans son histoire, mais la présence musulmane est une vieille, au fond, une vieille relation entre la France et l'islam qui a été longtemps conflictuelle, puis qui a été une solution de compromis au sein des colonies. Alors aujourd'hui, le monde colonial a mauvaise presse et la colonisation a mauvaise image, mais enfin, l'historien que je suis est obligé de constater que la France a été une grande puissance musulmane, si je puis dire, en tant que puissance coloniale, puisque on vécu sous souveraineté française de 1830 à 1962, un certain nombre de dizaines de millions de musulmans, soit en Afrique du Nord, soit en Afrique, ce qu'on appelait autrefois l'Afrique noire, aujourd'hui il ne faut plus le dire, on a dit l'Afrique subsaharienne, bon, ce genre de subtilité du langage du politiquement correct ou des sourires, ça ne change pas la réalité. Mais donc, il y a eu une sorte de compromis entre la France et des musulmans. Et des musulmans, c'est ici qu'on voudrait bien que Jeannette Bougrave fût là, voilà. Des musulmans ayant aimé la France, ayant servi la France, eh bien, il y en a eu dans l'histoire coloniale française. Et des musulmans qui ont donné leur vie pour la France, je rappelle que les troupes de la libération, pour une grande partie, venaient, il y avait des Français de souche européenne, évidemment, mais il y avait aussi des Français musulmans, ou des soldats d'origine musulmane, des troupes algériennes, marocaines, tunisiennes, qui ont servi dans les armées de la libération. Et qui ont... Donc il y a aussi une histoire franco-musulmane, si je puis dire, à travers, alors que cette histoire est un peu interdite aujourd'hui, parce que, étant donné toute la condamnation morale qu'on fait porter sur l'histoire coloniale, on veut oublier cette histoire, mais ça fait partie de notre histoire. Mais on a découvert, dans un autre contexte, justement, dans un autre cadre socio-historique, la question de l'islam est revenue avec le problème de l'intégration, et puis avec un développement que vous évoquiez tout à l'heure, d'un courant fondamentalisme au sein de l'islam, qui est assez nouveau historiquement parlant, enfin, qui a des racines très anciennes, mais qui est nouveau dans la période moderne, et que nous n'avions pas connu dans la période, je dirais, coloniale de la France. Et donc nous sommes confrontés avec, vu qu'il y a, personne ne sait le nombre exact, puisque la loi l'interdit, de recenser le nombre de musulmans vivant en France, puisque les recensements sur critères religieux sont interdits, sans doute 5, peut-être 6, peut-être 7 millions de musulmans. Ça ne sert à rien d'ajouter, je sais que certains ont tendance à ajouter des millions et des millions, dire non, si, ils sont 10, 12, non. Vivre dans le fantasme ne sert à rien. Je pense qu'il faut suivre des chercheurs, il y a des gens qui travaillent sur cette question, qui sont des témoins objectifs, qui ne sont pas d'une islamophilie forcément galopante et qui pourtant ne cherchent pas à majorer les chiffres, ça ne sert à rien. Bon, mais peu importe la querelle des chiffres. Mais donc on a un autre enjeu aujourd'hui. Mais alors, face à cela, parce que je reviens à votre question, je me suis un peu éloigné tout en restant dans mon propos malgré tout, eh bien, face à cela, la question, quelle est la définition de la laïcité? Comment pense-t-on la laïcité? Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, en effet, Nicolas Sarkozy, avec son fameux discours du Latran, avait jeté un pavé dans la mare, il avait publié un livre sur cette question aussi quelques années auparavant, expliquant que les religions doivent participer à l'animation d'une société parce qu'elles apportent de la richesse humaine, de la richesse spirituelle, etc. Alors, les tenants d'une vision vision étroite de la laïcité s'insurgent contre cette idée et maintiennent cette idée qu'il faut qu'une stricte séparation existe entre les religions et l'État, et donc que l'État n'a absolument pas, pratiquement pas à regarder ce qui se passe du côté des religions. Alors, cette vision étroitement laïque qui est défendue par un nombre de gens est absurde, elle conduit à ne pas comprendre la réalité, à ne pas voir la réalité et à refuser la réalité. La religion, il n'y a pas besoin, c'est simplement, je me place encore
encore une fois, là, sous un angle politique, sociologique, la religion est un fait social. Et donc, un État est obligé de forcer, normalement, pour comprendre la société et ses enjeux, doit savoir ce qui se passe dans la société. Or, toute religion est un fait de société. Et donc, ne pas vouloir en tenir compte, c'est mutiler la réalité. Et puis alors, par rapport, parce qu'il faut quand même briser les tabous un petit peu, sinon, parce que sinon je vais faire du politiquement correct, moi, à ma façon, mais c'est-à-dire à ne pas vouloir reconnaître, à placer tout sur le même plan, on en vient à mentir sur la réalité. Je veux dire, la réalité que j'ai rappelée, à savoir que notre histoire est liée au christianisme. Et je veux dire, ne pas le reconnaître, c'est ne pas reconnaître la réalité de l'histoire de France. Notre culture, notre patrimoine est profondément lié au christianisme, est issu du christianisme. Et donc si l'État veut l'ignorer, veut le nier et veut même aller à contre-courant de cette réalité-là, eh bien il provoque dans la société des réactions qui peuvent être assez vives, et on a assisté à une réaction assez vive de cette nature-là. Il est évident que je ne veux pas lancer un sujet polémique comme tous les débats qui ont eu lieu il y a 2 ans autour du mariage. C'est évident que cette loi que le gouvernement a voulu imposer heurtait une large partie des convictions de la population, et donc quand on heurte en profondeur les convictions d'une population, il y a une partie de cette population qui se manifeste, ou qui manifeste. Oui, mais en même temps, en 2002, Sarkozy a introduit cette instance de rencontre régulière avec les grandes églises, l'Église catholique. Et là, gauche-droite, les choses se sont ancrées. On a l'impression quand même, par rapport aux grandes tensions du début du siècle précédent, qu'on est rentré dans un âge adulte de la relation Église et République. C'est pas faux, il y a une instance de concertation qui a été même créée par Lionel Jospin, en fait. C'est même pas Jospin, oui, le premier, c'était en 2002. Il y a en effet une instance de concertation entre le gouvernement et les religions, et de ce point de vue-là, il y a des rencontres assez régulières qui ont lieu et qui résolvent pas mal de problèmes, et l'épiscopat français est assez content de cette solution. Enfin, cette concertation ne s'effectue pas toujours de la même manière. Je voudrais quand même rappeler qu'au moment de la loi, enfin au moment du développement de la loi Taubira, les religions, et notamment l'Église catholique, avaient été très peu entendues, alors qu'elle est normalement un acteur de la société française. Donc on n'avait pas guère écouté son avis. Donc là, Valls, en juin, a voulu lancer la même idée d'une nouvelle instance de dialogue avec le monde de l'islam. Pourquoi, là, sur cette religion-là, les choses sont beaucoup plus compliquées? D'abord, elles sont plus compliquées parce que, alors, bon, je ne suis pas musulman et donc je ne vais pas parler au nom de l'islam, mais enfin, comme témoin extérieur, d'abord, l'islam est une religion qui n'est pas organisée comme est la religion catholique, ou le christianisme, ou l'église protestante, ou le judaïsme. En islam, il n'y a pas d'instance qui soit vraiment représentative. Si l'islam n'a pas l'équivalent d'un pape ou n'a pas l'équivalent d'évêque, c'est une religion assez... donc il n'y a pas de hiérarchie, si vous voulez, qui peut parler officiellement au nom de tous les musulmans. D'une certaine manière, je me demande si ça ne vaut pas mieux. Mais enfin, c'est un fait. Donc, où sont les interlocuteurs? Et en effet, l'État tente à raisonner aujourd'hui en appliquant à l'islam un petit peu des modèles qu'il a eu avec les chrétiens. C'est-à-dire on veut une instance officielle avec qui on va parler. Le problème, c'est que les instances officielles aujourd'hui, le CFCM, le Conseil français des cultes musulmans, est contesté par les musulmans eux-mêmes, que l'islam étant en France récemment étant souvent d'importation étrangère, ceci n'est pas un constat, c'est pas un mot péjoratif. Eh bien, il y a des liens très forts, évidemment, entre les différentes communautés musulmanes, puisqu'il n'est pas une, la communauté musulmane, mais et des puissances étrangères, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, que sais-je. Donc, tout ça est très compliqué. Donc, en plus, c'est une sorte de défi historique, parce que c'est absolument nouveau dans l'histoire, qu'on ait un islam présent en Europe et
ayant à se couler dans des pays de tradition européenne, donc avec un rapport à l'État qui est différent de ce qu'il est dans les pays arabo-musulmans, où le rapport entre l'individuel et le collectif n'est pas pensé de la même façon, où le rapport entre le temporel et le spirituel n'est pas pensé de la même façon. En islam, l'islam c'est à la fois une religion, c'est en même temps une loi, hein, donc c'est une religion très, très formaliste. Donc on n'a pas du tout les mêmes critères de réflexion. Alors je ne suis pas l'État, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chargé de résoudre le problème, mais à l'échelle de notre histoire, c'est évidemment un immense défi, qui n'est d'ailleurs pas seulement un problème franco-français, c'est le problème de toutes les nations de culture occidentale qui sont aujourd'hui confrontées, y compris le Canada, je dis ça parce que je vois un ami québécois dans la salle, qui est confronté à la présence de l'islam. C'est évidemment une page objectivement nouvelle de l'histoire de l'humanité qui est en train de s'écrire là. Je suis historien, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais il est certain que la façon dont ça va se passer dans les 10, 20, 30 ans qui se déroulent seront considérés par les historiens de l'avenir comme un moment décisif de notre histoire. Oui, on voit bien que la classe politique, nos responsables, nous voient, ne savent pas sur quelle secrète se tenir. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours de Christian Mestre, un guide de la laïcité dans l'enseignement supérieur, pour expliquer à nos chefs d'université comment gérer la problématique de l'islam. Et là, M. de Mestre nous montre très clairement qu'il y a des nouveaux problèmes qui n'existait pas il y a quelques années, que des étudiants refusent de passer des examens avec quelqu'un du sexe opposé, etc. On a connu ça de longue date, mais là, la problématique qu'il décrit, c'est que se sont créées des associations qui prennent un caractère, là, véritablement communautariste, hein, et donc qui vont utiliser des locaux mis à leur disposition par l'université pour en faire des lieux de prière. C'est des associations qui gèrent souvent les cantines, donc qui vont transformer une... On en est à lister tous ces problèmes. Le point qui fait souvent la une des médias, c'est la question du voile. Jusqu'où va-t-on dans un acte de pratique personnelle? Voilà. Est-ce qu'il faut l'interdire à l'université et demain dans l'espace public? Question pour Jeannette. Oui, voilà, c'était une question pour Jeannette Bougrabe. Je pourrais défendre plus facilement un point de vue catholique qu'un point de vue musulman. Ce qu'on peut dire, non mais ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que nous assistons, c'est ça qui... la préoccupation est là, c'est-à-dire qu'il y a une montée au sein chez les musulmans d'un courant fondamentaliste qui est international, qui est même mondial, qu'on ne confondra pas avec ces terroristes. Hein, je veux dire, ces terroristes, c'est encore autre chose. Voilà. Et donc, il y a une affirmation identitaire extrêmement forte et qui arrive en plus dans notre société à nous. Si vous voulez, il y a une société, enfin une religion qui je dirais, en période de haute tension, qui s'installe dans un pays qui ne veut pas officiellement reconnaître sa propre religion historique. Et cette religion historique étant, on veut la mettre sous basse tension. Donc il y a quelque chose, il y a une sorte de déséquilibre qui s'instaure, qui est en effet lourd. Maintenant, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent parfois, qui se sentent un peu agressés par cette situation-là, mais je dis vous-même, que faites-vous de vos racines chrétiennes? Je dis, il faut renvoyer, c'est pas tout d'accabler les gens qui arrivent. Vous-même, qu'avez-vous fait de vos racines chrétiennes, si vous voulez? On voit beaucoup sur Internet, là, depuis 2 jours, il y a une interview assez amusante de Mme Merkel, qui, ça je ne l'ai pas encore entendu dans la bouche de notre Premier ministre, de M. Valls, mais enfin il dit, puisqu'il était interrogé assez vivement sur le rôle qu'elle jouait dans son pays en faisant venir 800 000, peut-être 1 million, on ne sait pas, et ce n'est que le début, de migrants dont beaucoup sont musulmans. Et alors je ne dis pas elle a raison, elle a tort, enfin si j'ai un avis sur la question, mais je dirais, Madame Merkel disait, mais c'est aussi à nous les Allemands
revenir à nos racines chrétiennes, de remplir nos églises, de lire la Bible, dit-elle, puisqu'elle est protestante, ou plutôt protestante, elle est fille de pasteur. Donc voilà, plutôt, il y a aussi un questionnement que les Français, certains Français ont le sentiment un peu de dépossession de leur culture, mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi un petit peu responsables de cette dépossession? Jean, il y a un philosophe qui s'appelle Pierre Manant, un éminent philosophe français, de surcroît catholique, qui vient de sortir ces jours-ci un livre important au Rocher, Situation de la France, qui dénonce justement la laïcité telle qu'on la pratique et qui considère que cette laïcité autoritaire est un véritable échec. Rien de ce qui est proposé depuis des années ne marche. L'injonction, en quelque sorte, laïco-républicaine est totalement vaine. Et donc il nous invite dans une réflexion qui nous emmène vers l'idée d'un compromis. C'est-à-dire, il dit carrément que notre régime doit céder du terrain, l'accepter, mais pour mettre des barrières claires. Voilà, il nous dit que voilà, il y a une population, certes, qui n'a pas les mêmes pratiques dans l'espace public, mais il faut l'accepter, mais trouver un compromis, négocier, leur dire non, le voile, c'est pas possible. Est-ce que ça vous paraît réaliste? J'ai lu l'essai de Pierre Manant, et je trouve que j'ai aussi interviewé Pierre Manant. L'interview n'a pas encore paru, mais ça va apparaître dans mon journal, au Figaro Magazine, dans 3 semaines. Bon. Je suis personnellement absolument d'accord sur le diagnostic de Pierre Manant, et je suis absolument en désaccord avec la solution qu'il prône. Voilà. Son diagnostic, c'est de dire la laïcité, ça ne suffit pas à contenir l'islam fondamentaliste. Ça ne résout pas le problème, parce que l'islam arrive avec une identité forte, dans un pays qui est un pays individualiste, de culture où on a la culture d'individu. Or l'islam n'entre pas dans cette catégorisation-là, et donc la laïcité à la française ne marche pas. Voilà. Alors, en revanche, Pierre Manant propose une sorte de compromis. En effet, il faudrait accepter un certain nombre de revendications musulmanes, du moins les plus inoffensives. Il exclut le voile intégral, la polygamie, mais il dit qu'il faut lâcher du lest sur ce qui n'est pas important, et trouver un compromis et franciser l'islam. C'est ce qu'il dit dans son livre, c'est ce qu'il tient. Il faut qu'on ait des imams de culture et de langue française, de nationalité française même. Il faut que l'enseignement de l'islam se fasse en français, etc., etc. Et il faut que les musulmans français, les musulmans qui vivent en France et qui ont la nationalité française, entrent dans l'histoire de France et aiment l'histoire de France. Alors, quand je dis que je ne suis pas d'accord, moi je trouve que c'est un programme idéal, je veux bien. Mais le problème, c'est que d'abord, je ne pense pas que l'État en ait les moyens actuellement. Je pense que toute concession sera considérée par les fondamentalistes comme un moyen d'aller plus loin. Donc sera considérée comme une faiblesse. Par ailleurs, eh bien, ici, c'est ici où le questionnement est posé à toute notre société. Puis je dis, c'est pas tout de maudire les malheurs qui nous tombent sur la tête, s'il y a malheur. Il faut aussi se poser la question de savoir si on n'est pas responsable nous-mêmes de nos propres malheurs. C'est-à-dire qu'une société, apprendre aux musulmans à aimer la France, moi je suis tout à fait pour cette idée-là, mais encore faudrait-il que les Français eux-mêmes aiment la France. Or, nous sommes dans une société où l'amour de la patrie n'est plus enseigné, où si on dit j'aime la France et on vous colle des étiquettes politiques et selon la technique de l'amalgame, enfin je ne citerai pas de nom, enfin vous comprenez ce que je veux dire, donc c'est évident que ça ne peut pas fonctionner dans ce cadre-là. Il faut d'abord pour intégrer, je dirais, des gens à la France, eh bien, il faut d'abord que les Français eux-mêmes sachent ce qu'est la France, et pour donner l'amour de la France à des gens qui arrivent, encore faut-il que les Français eux-mêmes aient cet amour de la France. Or, aujourd'hui, cet amour n'est plus enseigné, voire il a été longtemps diabolisé, ou alors, en général, on se réveille juste au moment des élections,
où là, les partis sortent tous des drapeaux tricolores, et disent il faut aimer la France, et puis 2 mois après, c'est oublié. Donc, à mon avis, c'est pas comme ça que ça marche. Jean, un grand merci. Vous avez accepté même de répondre à nos questions sur l'islam, en l'absence de Jeannette Bougrave. J'allais dire, la religion catholique, c'est 2000 ans sur nos terres de France. L'islam, c'est 14 siècles, mais la République, c'est que 2 siècles. Alors, quant à la laïcité, c'est à peine 100 ans. Donc laissons encore un petit peu de temps pour décanter ces sujets devant nous. Immense merci. Venez regarder son très beau livre, La France catholique, très illustré. Voilà. Et puis tous vos autres livres sont sur votre table. Donc on peut continuer ce débat autour de la table de Jean Sévillia qui vous attend en bas. Merci à tous. Ha 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 ha.